Merci pour l'introduction, Monsieur Dib. Donc, en petite présentation, c'est important effectivement que je pose d'où je parle. Effectivement, il y a du Sciences Po Paris, mais avant du Sciences Po Paris, il y a du Saint-Benoît. Je suis enfant d'agriculteur qui vient de Saint-Benoît et j'ai intégré Sciences Po Paris en 2000. Donc diplômé en 2005 avec tout un cursus d'études autour de tout ce qui est métier du développement et gestion de conflits. Et du temps de ces études-là, j'ai eu la chance en fait de pouvoir travailler au Burkina Faso pendant 1 an sur un centre pour enfants des rues et pendant quasiment 7-8 mois au Tchad sur du processus de paix. Et au Congo-Kinshasa aussi, pendant 4 mois, sur un documentaire vidéo autour de tout ce qui était comment est-ce qu'on construit un pays après la guerre et après de grosses tensions entre les différentes ethnies et différentes provinces. Une fois diplômée, je suis repartie au Tchad pendant 3 ans, travailler toujours sur ce processus de paix, mais porté par la société civile. Et je vous explique ça parce qu'en fait, le Tchad comme au Burkina, il y a quelque chose qui est de commun, comme un peu toute cette frange Afrique noire Maghreb, c'est que la décolonisation et la conférence de Berlin en 1886 qui a disposé de l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire que les frontières sont posées, on ne peut plus les bouger. En fait, cette conférence a mis ensemble des peuples de cultures très différentes, avec des tensions du coup entre ces différentes populations, où on a une population arabisante au nord, frange Maghreb, en tout cas sahélienne, qui était organisée en sultanat et qui faisait souvent des razzias sur cette population du sud, qui était beaucoup plus noire, animiste. Et quand on parle de diversité culturelle, quand on parle de peuple, on est obligé de parler de l'histoire. Et c'est aussi avec cet apport-là que j'ai aujourd'hui vous partager quelques pistes de réflexion sur la diversité culturelle. De retour à La Réunion, j'ai travaillé sur la coopération régionale. Donc, à partir de la ville de Saint-Denis, comment est-ce qu'on peut créer des pistes de coopération décentralisée avec Madagascar, Comores et la Chine. Et ensuite, je l'ai fait avec la possession. Et on s'est rendu compte à La Réunion, donc ça fait plus de 10 ans, que c'était un peu compliqué de se dire, mais déjà ici, on a beaucoup de choses à faire à La Réunion. Pour ça, nous, ça va en fait aider les autres pays, en fait. Et pourtant, se développe de plus en plus le volontariat international, le VSI, les volontaires de service international. Parce que finalement, on ne peut pas penser un espace sans penser son contexte géographique et régional. Et c'est aussi là-dedans que j'aimerais moi inscrire cette réflexion-là, d'autant plus qu'à La Réunion, en fait, on est dans une sous-région océan Indien, et on a aussi une proximité avec Mayotte du fait qu'on soit les 2 pôles français dans l'océan Indien, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir de déplacement de population, de création de richesses, de démographie sur ces espaces-là de vie. J'ai ensuite travaillé en éducation nationale comme CPE. Et comme CPE, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est constater que l'école est un haut lieu de fabrication de citoyenneté et d'idéal républicain. Notre République, elle statue que chaque citoyen est égal à l'autre citoyen, que nous sommes tous égaux, puisque la République a vocation dans son idéal à effacer nos particularismes, à nos identités particulières, pour qu'on appartienne à cette République qui permet de faire vivre liberté, égalité, fraternité. Je pose le cadre. Dans la réalité, c'est pas forcément ce qu'on vit au quotidien, en fonction de où on est et du phénotype de notre peau. Donc, après cet espace en éducation nationale, où effectivement on se rend de plus en plus compte que Bourdieu en fait en a parlé, que beaucoup de sociologues en parlent, mais que les éducateurs, tous ceux qui sont en établissement scolaire et qui interviennent, se rendent clairement compte que les chances des élèves ne sont pas les mêmes dans la réussite et dans le parcours scolaire, notamment en fonction de la capacité des parents, du socle culturel de son entourage à maîtriser les codes de l'école. Maîtriser les codes de l'école, ça veut dire maîtriser les codes de la société, ça veut dire maîtriser les codes de la société, donc de la culture, qui imprègne cette société et dont cette société se revendique. L'école fabrique des citoyens en fonction d'un idéal de société avec un socle de croyances, de valeurs, de pratiques culturelles qui
est censée être la seule en France, puisque, contrairement à l'Europe, la France ne reconnaît pas tout ce qui est travaux sur les peuples autochtones et les minorités culturelles. Donc la France, son idéal républicain, c'est ça. Sa réalité à la France, donc juste pour finir, c'est qu'après éducation nationale, je me suis dit, il y a quand même un problème, c'est que l'école n'est pas capable en fait de faire dépasser toutes ces inégalités, toutes ces différences. Et la citoyenneté, c'était plutôt pas mal. Donc j'ai été beaucoup sur le terrain pendant les Gilets jaunes, où en fait, ce qui était hyper intéressant pendant cette période-là, c'est de se rendre compte que on retrouve souvent les mêmes profils qui cumulent en fait des facteurs de discrimination et des facteurs de domination, dans le sens où une société construit des normes, les normes dominantes, qui vont obliger les autres à s'y accrocher et à s'y adapter. Et si c'est pas possible, on est marginalisé, donc mis à la marge. Je me suis dit, ok, la citoyenneté, on voit comment ça fonctionne sur le terrain, etc., mais comment ça se construit concrètement sur tout ce qui est dispositif et politique publique. Donc j'ai intégré le cabinet d'Erika Barretz pendant 1 an et demi pour aider à construire les dispositifs de participation citoyenne en se disant, mais comment est-ce qu'on augmente le pouvoir d'agir des gens? Augmenter le pouvoir d'agir des gens, ça veut dire accompagner les personnes qui ont le moins de place dans les espaces de pouvoir et de décision pour qu'ils puissent contribuer à la construction de savoir, de décisions et de dispositifs. Super principe, c'est hyper intéressant à mettre en place, etc. Mais la réalité, c'est que c'est toujours les mêmes qui sont dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut se savoir légitime à participer pour oser participer. Dans beaucoup d'espaces, on se dit, mais en fait, c'est pas ma place. Moi, j'y connais rien, en fait. C'est la bonne affaire politique, tout ça, moi, je ne connais pas. Alors même que chaque individu et chaque citoyen a sa propre expertise. Parce que c'est une expertise de terrain. C'est une expertise d'usage. Et c'est ce qu'on va parler, on est concerné. Le concernement, c'est ça. C'est comment est-ce que grâce à mon expertise de terrain, à ma quotidienneté, à ce que j'expérimente au quotidien, à mon expérience d'être femme en quartier populaire, d'être homme à tel endroit, etc., je contribue en fait à mobiliser des savoirs pour essayer de se dire oui, mais là en fait ça fonctionne, là ça ne fonctionne pas et voilà pourquoi. Donc il faut se sentir légitime à participer. Pour se sentir légitime à participer, il faut savoir et toucher notre qui ça nous l'est. Parce que si on n'a pas confiance sur ses ressources personnelles et internes, on ne pense pas qu'on a une juste place dans la société et qu'on a le droit d'apporter sa contribution à la société. Tout ça pour arriver à... C'est d'autant plus difficile dans une société post-coloniale. On parle de plus en plus à La Réunion, dans les autres outre-mer, de comment est-ce qu'on traite la société et la question post-coloniale. C'est une société, c'est une question qui est souvent éludée, mise de côté par les institutions en disant mais en fait c'est traité, nous sommes une république, tous les citoyens ont les mêmes droits, donc en fait c'est ok, on est tous égaux et on avance. Ça c'est dans les faits. La réalité c'est que le vécu de beaucoup de personnes, et ce sont des vécus qui sont objectivés, c'est-à-dire avec des indicateurs qui peuvent le prouver, font qu'en fait la réalité, il y a toujours une hiérarchie et une asymétrie dans la place qu'on occupe dans la société, d'une société post-coloniale, puisque ceux qui, pendant des années, ont construit la décision, l'information, les espaces de diffusion, sont des gens de la culture qu'on va appeler la culture dominante. Il y a de plus en plus de champs d'études, comme les Subaltern Studies, qui étudient ça et qui travaille en fait sur ces questions d'oppression systémique d'un système qui, par la manière dont il est mis en place, va créer des oppressions et va limiter les chances en fait des gens pour pouvoir réussir et faire leur propre parcours en fait sur le chemin. Tout ça étant posé, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des pistes de réflexion sur comment, dans une société post-coloniale, on peut penser en fait cette diversité culturelle et quel impact ça a sur l'individu, tout ce parcours-là et toute cette histoire-là. Parce qu'en tant que travailleurs sociaux, vous allez devoir vous accompagner les individus sur leur parcours, sur des projets à visée éducative, sur
aller se connecter à leurs ressources, essayer d'identifier leurs difficultés, trouver leurs propres ressources pour ensuite trouver une juste place dans la société. Mais en fait, ça ne peut pas se faire uniquement avec des grilles de lecture occidentales. Vos cadres de référence, de pensée et en tout cas d'études, sont souvent des cadres qui sont pensés par des blancs, français, et qui ont une posture et une position dans la société qui est une position de privilège. C'est-à-dire qui ont une approche intellectuelle de ce que c'est que l'inégalité, qui ont une approche intellectuelle de ce que c'est qu'un parcours d'insertion socio-professionnelle et éducative, qui n'ont pas à se battre pour mettre en cohérence leur cadre de vie familiale avec le cadre intellectuel qu'on leur propose à l'école. Puisque les sources et les racines de la production d'informations, de contenu, etc., sont les mêmes. Ce qui signifie que quand vous allez vous intervenir dans des milieux multiculturels ou culturels différents, etc., les analyses que vous avez, les bases, les grilles, etc., ne sont peut-être pas totalement adaptées pour ce que les gens que vous accompagnez vivent au quotidien. Puisque tout ce champ intellectuel, il évolue, mais les bases, elles restent quand même les mêmes. Si on prend Bourdieu, il va dire que c'est très binaire, ce qui est légitime et ce qui n'est pas légitime. C'est-à-dire que quand je me positionne dans mon cadre de référence, et en plus en tant que détenteur d'autorité, que je sois enseignant, que je sois travailleur social ou cadre de santé, voilà ce qui est bon et voilà ce qui est vrai. Parce que c'est comme ça qu'on me l'a transmis et que j'ai cette posture d'autorité qui fait que c'est ce que je vais partager. À quel moment la participation des bénéficiaires, la parole des bénéficiaires a été inclue pour comprendre le vécu et prendre le temps de collecter les récits de vie, les parcours et de mettre en lien les difficultés qu'il peut y avoir avec des dissonances culturelles. On va souvent parler de dissonance cognitive en disant qu'effectivement, il y a un bug dans le cerveau parce qu'on nous apprend ça alors que notre base, elle est là, et comment on avance ensemble. On peut aussi appliquer ce principe et cette idée de dissonance à la question de la culture. C'est-à-dire qu'en arrivant dans une nouvelle culture, je dois faire des efforts pour comprendre les nouveaux codes, m'y adapter, et ce faisant, je me transforme. Et ma culture évolue. Et toute cette histoire de cultures diverses, en fait, c'est toujours de la négociation quand ça se passe bien, ou c'est de l'imposition, et ça peut devenir de l'assimilation. Donc en propos liminaire, c'est ce que je voulais vous proposer. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, je vais juste refaire rapidement un petit passage sur tout ce qui est société coloniale, pour qu'on parte de la même base. La France a un passé colonial. C'est quelque chose qui est d'historique et qui est posé. Et c'est une histoire coloniale, en fait, qui commence dans les années 1400, un peu sur les grandes découvertes, en même temps que l'Angleterre, etc. Et la France, entre 1400 et 1830, en fait, va avoir une approche de la colonisation qui va être celle de porteuse d'une mission civilisatrice et de propagation de tout ce qui est catholicisme, en fait, de religion catholique. Il y a eu un peu d'économie, etc., mais le bilan économique de la colonisation pour la France dans cette période-là, il n'est pas énorme. Par contre, la France a vraiment fait ce travail de civilisation d'éducatrice, en tout cas. Il y a eu des vraies difficultés parce que dans la même période, il faut toujours comme ça faire des sauts entre ce qui se passe d'un point de vue expansion ailleurs et ce qui se passe sur le territoire français européen. Il y avait des grandes guerres. Il y avait du coup toute une difficulté des échecs en fait, de Napoléon, etc. Donc il y a eu pas assez d'énergie pour continuer sur la colonisation et il y a eu une nouvelle vague de colonisation qui a commencé en 1830. Et là, en fait, ça a commencé avec la prise de l'Algérie et ça a continué sur l'Afrique noire et la Chine. Donc là, la France a commencé à poser ses comptoirs, a commencé à être cette deuxième puissance mondiale. Et ce principe colonisateur a été toujours accompagné d'une idée qui était que nous avons une mission de civiliser ces barbares. Puisque en anthropologie, tout ce qui n'est pas moi est barbare. On s'appelle les humains. Les Bantous, les Inuits, etc. Ce sont des termes qui disent humain. Et si on n'est pas humain, on est les autres.
Donc ce n'est pas que de la France, mais c'est quelque chose, une tendance qui est très humaine. Et appuyé par les Lumières, appuyé par la science, appuyé par la médecine, l'idée était que nous avons une mission de civiliser des gens qui sont inférieurs, qui portent en eux une animalité qui va justifier qu'on puisse en fait aller les civiliser et apporter, avec notre système administratif, etc., une nouvelle culture et effacer la culture d'appartenance et la culture d'origine. Puisque c'est comme ça qu'on entre dans le monde et dans le progrès, dans cette époque-là. Donc la France a vraiment étendu son empire, elle est en Afrique noire essentiellement, et a posé en fait, quand il y a de la colonisation, il y a deux systèmes d'administration. Il y a de l'association. L'association, c'est de faire avec les cultures et les mœurs du territoire pour trouver un mode d'administration, et il y a l'assimilation. Donc ce que je disais, c'est qu'en France, on est parti sur l'assimilation, où Paris dicte les lois, et ensuite elles seront directement exécutées dans l'économie. Et donc on va avoir toujours l'État français qui va imposer sa souveraineté, et des populations colonisées qui vont être soumises à l'autorité française, et qui ne sont pas égaux aux citoyens français. Donc la colonisation amène déjà une non-égalité entre des citoyens français et les citoyens des États colonisés qui vont avoir un statut propre à ce qu'on va appeler l'indigénat. Donc l'indigénat, ça va être en fait un régime administratif qui va s'appliquer uniquement à la population native d'un pays, qui va faire qu'ils n'ont pas le droit de vote, qui sont assujettis à des impôts spécifiques et qui a une absence de liberté essentielle, liberté d'expression et d'association. Donc dans le vécu, on a déjà une population qui arrive, qui domine avec tout ce qu'il a pu avoir déjà d'écrits, de connaissances, qui va imposer un nouveau système à une population qu'on va coloniser et dont on va se servir pour pouvoir valoriser notre économie. Donc cette structure coloniale, en fait, elle va entrer en conflit avec la culture et les mœurs locales. On efface et on impose quelque chose. On va abolir le troc. Le troc permettait de ne pas forcément avoir d'argent, mais de pouvoir échanger des choses. Donc, le troc a été aboli sous l'indigénat. On a découragé tout ce qui est mode d'existence communautaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait avant en communauté, la santé communautaire, l'éducation, etc., on le décourage fortement. Et on va imposer un système scolaire, en fait, qui va permettre, à des fins coloniales, l'éducation, en fait, va représenter vraiment ce moyen efficace qui va infliger et qui va imposer le mode de pensée européen. Quand on arrive dans les années 1936, on va commencer à voir ce système qui évolue, 1936. Sachant qu'en parallèle, on a eu 1848, abolition de l'esclavage. Mais dans le système esclavagiste, on est resté un système colonial avec une hiérarchie dans le droit d'être citoyen et des mêmes règles. Vont arriver les indépendances et les luttes en fait pour la décolonisation dans les années 1960. Ça commence en Indochine 1954 jusqu'en 1964-65, les derniers pays qui deviennent indépendants. 1964-65. Je ne sais pas quelle est la date de naissance de vos parents, mais quand vos parents sont nés, il y avait encore beaucoup de pays qui étaient... c'est ça que vous en avez cherché la date de naissance des parents. Donc il y a aussi, en fait, c'est très contemporain. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement contemporain. C'est que jusque dans les années 1960, donc ça nous fait à peine 60 ans, ça fait à peine 60 ans, on avait un système à double vitesse d'un point de vue de citoyenneté en France et empire colonial. À La Réunion, qu'est-ce qui se passait en ce moment, en même temps? Les ordonnances de Bray. C'est à mettre vraiment en proximité parce qu'en fait, Michel Debré tenait beaucoup à l'Algérie française. L'Algérie étant devenue indépendante, pour pouvoir assurer, en tout cas que la France, la Réunion, elle reste française, il y a eu ce système en fait de déportation par ordonnance Debré de fonctionnaires, etc., pour pouvoir assurer une double appartenance des gens et rendre plus compliqué en fait l'indépendance. Donc les deux choses sont extrêmement liées, on les sépare souvent, mais c'est pas vrai, elles sont très très liées. Donc globalement, là on se retrouve en 1960-65,
c'est qu'il y a eu des guerres. Il y a eu la guerre mondiale, il y a eu les guerres d'indépendance, il y a eu l'Indochine, etc. Et toute cette mémoire présente, et une mémoire qui s'est nourrie de racisme, dans l'idée qui n'était pas dit du racisme, mais qui était du ludique. On va pique-niquer au Jardin des Plantes pour voir du zoo humain. Jusqu'en 1900, les zoos humains existaient en Europe, et on a plus d'1 milliard de personnes qui sont allées voir des zoos humains. Des Noirs qu'on payait pour créer le mythe du cannibale. On les payait pour qu'ils puissent manger de la viande crue, pour montrer que c'était des cannibales. On les payait pour pouvoir vérifier tout ce qui était sur leur physique, parce que la femme noire avec la Vénus, vous voyez, avec l'arrière-train qui est plutôt large. Ensuite, on va aller sur tout ce qui est exotisme, avec la ceinture de banane autour du rein. Et on a eu dernièrement en fait un recueil d'études qui a été coordonné par Pascal Blanchard, qui s'appelle Sexe, race et colonie, qui met vraiment en avant que tout ce qui est colonisation, que dans la colonisation, la domination des corps et l'animalisation des gens étaient à part entière pensées dans le principe colonisateur. Quand on retire aux gens leur humanité, quand on leur donne des caractéristiques d'animaux, il est beaucoup plus facile en fait de pouvoir les dominer. Or, la culture, elle va avec l'humain. La culture est une construction humaine. Un animal n'a pas de culture. Et ce encore moins quand on ne peut pas la transmettre d'un point de vue écrit, on ne peut pas les sauvegarder. La France, l'Europe a des traditions écrites. Les choses sont transmises par les livres. Les traditions, notamment africaines, sont des traditions d'oralité. On se les transmet. Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, pendant la colonisation, quand on va mettre de côté les sachants locaux, quand on va les tuer, quand on va les exiler, comment transmettre la culture et comment s'assurer que ceux qui arrivent derrière soient porteurs de cette culture-là? Il y a eu tout le mouvement de la négritude qui a été porté par Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Birago Diop, etc., qui a tenté de faire de la résistance en fait à ça en disant mais nous avons notre propre culture, nous avons des choses, des valeurs, des croyances, des pratiques culturelles que nous pouvons partager et qui ont autant de valeur qu'une culture qu'on vient nous imposer. Ce système de négritude, aujourd'hui, on va avoir un peu de récupération avec tout ce qui est afrodescendance, etc. La question, elle est vraiment de celle-là. C'est qu'on vit dans un pays aujourd'hui qui est post-colonial, où la production de culture, de connaissances a été faite essentiellement à partir de postures qui avaient du sens dans leur temps. On ne va pas faire un procès historique qui n'aurait pas de sens. C'est que le socle était que il y a une hiérarchie entre les races, que les blancs sont supérieurs, ils ont une mission civilisatrice. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on continue à porter les stigmates en fait de ce qui s'est fait, et un vrai questionnement, c'est comment on répare ça. Comment on répare ça, d'autant plus que l'appartenance sociale, l'appartenance raciale, phénotype, sont extrêmement liées, et on les retrouve en fait dans la société. La colonisation a aussi eu ce paradoxe hyper intéressant, c'est de se dire qu'on est supérieur, notre culture, notre civilisation est supérieure, et pourtant elle a créé des zones de contact entre différentes cultures. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en sort pas indemne. C'est pas parce qu'on est à côté, en fait, je vais peut-être regarder ce qu'il fait, parce que c'est intéressant. Et même si je me sens supérieure, je me fais « Ah, mais ce qu'il fait, là, c'est plutôt intéressant, je vais peut-être le prendre pour moi ». Là, on arrive sur de l'appropriation culturelle. On en parle beaucoup, c'est comment est-ce qu'on utilise la culture des autres, en tout cas, pour pouvoir le valoriser, en créer et faire une source de création de richesse pour nous. Et puis, quand on est blanc et qu'on est d'une civilisation dominante, d'une culture dominante, nous ne faisons pas d'appropriation. En fait, on fait du tourisme, on fait de la valorisation, etc. Les mots ont leur sens et c'est hyper important. On n'est pas des immigrés, on est des expatriés quand on part à l'extérieur. Donc, on a aussi cette production de sémantique qui est importante à voir. Donc, tout ça fait qu'on est de fait dans une société multiculturelle avec une diversité culturelle. Ça, on ne peut pas le remettre en cause. Si on regarde à l'espace du monde, on a 1000 groupes humains à peu près qui ont des cultures différentes, avec des minorités, des majorités. Donc ça, c'est en fait
la diversité culturelle est là. C'est comme si on vous dit que la biodiversité existe, c'est la même chose quand on l'applique à l'humain. La biodiversité culturelle, elle est là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la fait vivre? Est-ce que la diversité culturelle est un facteur d'implosion de la société ou c'est un facteur de richesse, de gestion de la complexité, de réponse innovante, etc. Comment ça se passe en France? Et comment ça se passe en fait dans nos sociétés aujourd'hui quand on part avec un vrai handicap de connaissances? Je pense que vous avez entendu parler de la marmite parentale, de qu'est-ce qu'on met dans notre marmite, qu'est-ce qui nous construit, c'est quoi notre identité. Aujourd'hui, si on pose la question à des familles réunionnaises ou mahoraises, il y a quoi dans ta marmite? Est-ce que tu es capable de définir? On va regarder ce qui vient de l'école. On a tous un socle commun comme ça, ce qui vient de l'école. Par contre, si c'est pour aller chercher ce qui va faire mon identité, parce que c'est ce qui aura été transmis par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc. Si mes parents n'ont pas eu le sentiment que c'était important de me les transmettre, je ne les aurais pas. Si mes parents n'avaient pas fait ce travail de recherche sur, mais finalement, c'est quoi notre Kissanolé, c'est quoi, pourquoi les histoires de Tijan Grand Diable est important, c'est qui Eva, c'est qui Simon Gavol, etc., la verdure et tout, si mes parents ne cherchent pas, je n'ai pas cet élément de ma culture. Et pourtant, cet élément de ma culture que je ne connais pas, il est là, parce qu'en fait, il va aussi avoir un impact sur mon expérience d'être au monde et dans la société. Parce que même si je ne sais pas que derrière, j'ai les esclaves dont je peux être héritière sont Eva, Simon Gavol, dans la vie au quotidien, quand je suis étudiante à Paris, globalement, on me rappelle en fait que j'ai des ancêtres esclaves. Parce que le contrôle faciès, il est là. Parce que je dois justifier de mon identité. Et on me dit, mais finalement, tu es quoi? Je sais pas, je suis française. Non, ça suffit pas, mais t'es quoi? Il y a du noir dedans, c'est où? Ça vient d'Afrique et tout. Non, c'est la Réunion, point. Et cette rencontre avec l'altérité fait qu'il y a beaucoup d'étudiants réunionnais, quand ils arrivent en France, ça va, ils redéfinissent leur créolité et se disent, mais finalement, c'est quoi être créole? Et quand ils reviennent, en fait, à un moment, ça jouait pas rouleur, parlait pas trop créole, etc. Ça revient, on va voir, ah ouais, coiffé. Vraiment une petite cure de culture à l'extérieur parce qu'on se définit. Donc, ce que je disais vraiment là-dessus, c'est que, du coup, il y a cette diversité culturelle. Par contre, si on n'en prend pas conscience, si on ne va pas chercher comment on se positionne dans le monde, c'est quoi, qu'est-ce qui me nourrit d'un point de vue culture, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça en fonction de la culture que j'ai héritée de mes parents. On ne peut pas, en fait, se poser de manière sereine dans la société. Parce qu'en fait, on va être un réceptacle de tout ce qui se passe autour et de manière inconsciente, on va de toute façon prendre plein de choses sans savoir comment ça nous positionne dans le monde. Aujourd'hui, ça sert à quoi, globalement? Et là, je vais peut-être faire appel à l'expérience de beaucoup d'entre vous. Ça sert à quoi d'avoir lu Voltaire, Montaigne, les Fables de La Fontaine, quand on arrive en France et que globalement, on se dit, mais pourquoi en fait je dois montrer ma carte d'identité alors que quand je pars en Espagne depuis la France, j'en ai plus besoin. Ok, on n'est pas de l'espace Schengen, donc en fait, on n'a pas totalement la même liberté de circulation. Donc il y a un peu de français, mais pas totalement, à part entièrement à part. Qu'on puisse nous dire aussi, ah ouais, mais et là c'est une expérience personnelle, à Nice qui est devenue française après les départements d'outre-mer quand même. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas vu le panneau? Cette plage, elle est interdite au port. Ok. Et tout ça fait que globalement, quand on vit ça, on peut se questionner sur cette façon d'une société post-coloniale qui est de fait multiculturelle, parce que l'histoire a voulu qu'on fasse de la colonisation qu'on a cherché les autres peuples, et qui pourtant reproche à ceux qui incarnent cette diversité culturelle d'être là et de mettre en danger la culture. Imaginez que ça se soit lié avec une situation sociale qui nous met dans la case de ceux qui ont moins de chance. Comment est-ce qu'on fait société? Comment est-ce qu'on fait groupe? Comment est-ce qu'on fait quartier? Comment on fait territoire? Quand on n'est même pas en mesure de faire individu.
quand on n'est même pas en mesure d'être à l'aise soi avec soi. Et cette diversité culturelle, il faut vraiment faire attention à ce que ce ne soit pas quelque chose qui nous soit imposé de l'extérieur en disant mais en fait on oublie, la réalité c'est qu'on reconnaît tous la diversité culturelle, donc il n'y a pas de racisme, donc tout va bien, donc toutes les cultures se valent. Dans la réalité, dans la question de la construction des normes sociales, il y a toujours cette hiérarchie qui est là de fait et qui est intériorisée par les gens. De plus en plus d'études en fait font le lien entre, on pourrait parler un peu de migrants de l'intérieur. Cette difficulté en fait à être représentant de la diversité culturelle et de la vivre de manière sereine dans la société. Le migrant de l'intérieur, ce serait cette personne, cet individu qui pourtant en étant français peut subir en fait les mêmes réaménagements qu'il doit faire qu'un migrant. C'est-à-dire qu'un migrant, quand il se déplace, il y a de l'acculturation à faire. Et l'acculturation va souvent avec des risques de santé mentale. Parce qu'en fait, il y a toute une dynamique qui va faire que souvent on se déplace pour une meilleure vie. On ne se déplace pas quand on est bien. On va se déplacer pour une meilleure vie. Et souvent, là où il y a une meilleure vie, il y a des gens qui ont des parcours et qui ont des pratiques culturelles, qui ont des façons de penser, d'agir qui sont différentes des nôtres. Donc on quitte chez soi, on quitte pour une meilleure vie parce qu'il y a eu la colonisation, donc il y a de la prédation des ressources, parce qu'il y a du capitalisme, donc il y a une trop grosse utilisation des ressources, donc il y a du réchauffement climatique, donc il y a de la montée des eaux, etc. On ne se déplace pas que parce qu'il y a la guerre, et la guerre souvent c'est sur fond de prédation et pour des luttes de pouvoir. Donc on se déplace, on va arriver dans une culture et on va être en perpétuel réaménagement de sa propre culture. Et on va devoir se dire, mais qu'est-ce que j'abandonne ? Qu'est-ce que j'abandonne ? Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je peux négocier ? Et ça, c'est possible quand on est sur un niveau d'égalité de culture. Par contre, quand notre culture elle est vue comme dominée, comme inférieure, d'un point de vue systémique, par là où on est accueilli, nos marges de négociation, elles sont beaucoup plus basses. Donc en fait, c'est limite, on oublie tout ce qu'on est pour pouvoir vivre. Mais qu'est-ce que vivre pour un humain quand on vit sans culture ? Pour que ce phénomène se passe bien, il faut aller sur de l'acceptation. C'est-à-dire que j'ai intérêt à laisser de côté un certain nombre de choses de ma culture pour en adopter d'autres, parce que c'est dans mon intérêt individuel au service d'un collectif. Et comment ça se passe d'un point de vue individuel, mais également intergénérationnel ? Mes enfants n'ont pas la même culture que moi. Parce qu'en fait, les gens qui vont fréquenter, leur enrichissement, etc., il va y avoir un peu dans leur marmite de ce que je leur apporte, mais beaucoup de ce que les autres leur apportent d'un point de vue intragénérationnel. Si on parle de la Réunion, avec mon association, on est souvent à bras fusil. On travaille quasiment que sur bras fusil. Avec beaucoup d'enfants, donc Mao-réunionnais. Discutant avec eux là pendant les vacances, je leur demande sur les 12 qui sont avec nous, mais combien sont déjà allés à Mayotte ? Il y en a 8 qui ne sont jamais partis. Et au moins 7 qui n'iront jamais parce que les parents ont peur. En disant oui, on ne peut pas aller à Mayotte parce que c'est des bandits là-bas, etc. Maman ne veut pas que j'y aille, mamie ne veut pas que j'y aille. À La Réunion, on les regarde en disant ouais, mais t'es maoré, t'es pas réunionnais. Donc on a des enfants qui grandissent en ayant une culture transmise par leurs parents. Parce que quand on sort, on prend des barquettes. Ah, mais ils ne mangent pas bread parce que moi, je gagne de riz avec ma tabac. Donc, il y a dans un foyer familial une transmission de culture, d'habitude de repas, etc. Mais il est en confrontation au quotidien avec des gens différents, donc, dont il va se nourrir, dont il va apprendre, etc. Mais en même temps, on lui dit que là où il habite, il n'est pas chez lui. On lui fait comprendre. Et on l'a vécu, et c'est pour ça que je me permets de le dire, quand on part avec un groupe de 12 marmailles de bras fusil où 10 sont des maorais, globalement, les expos qui nous accueillent, le ciné qui nous accueille ou l'activité de loisirs nous regardent comme ça en disant « Ah, ces autres ouais, en fait. » Et les marmailles ne s'en rendent même plus compte. Ils ne s'en rendent même plus compte parce qu'ils ont intériorisé le fait que quand ils arrivent à un endroit, il y a de la méfiance envers eux. Donc la diversité culturelle, le vivre ensemble dont on parle à La Réunion, c'est quelque chose qui est posé en disant oui, il y a plein de communautés différentes, des gens de pratiques différentes, culturelles qui vivent ensemble. Maintenant, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on dépasse ça et qu'on part vers de l'interculturel
qui va être ce processus qui va être conscient de création d'une espèce de tiers-culture, d'un tiers-espace, où en fait, un peu comme ça s'est fait pour la créolisation, parce que la société créole, c'est ça, c'est la capacité en fait de différentes cultures à s'être retrouvées, à avoir créé quelque chose de nouveau. Et donc, comment est-ce qu'on met en place un processus, comment est-ce qu'on le conscientise pour dire, voilà d'où je pars. Voilà comment je décris ma réalité culturelle, voilà comment je décris mon environnement, et comment en conscience, je fais de l'interculturel, c'est-à-dire que j'entre en relation avec des cultures différentes, et où j'entre en négociation pour garder certaines choses qui font mon identité, qui sont importantes pour moi, et qui permettent en fait de faire société dans un espace de cultures différentes. Et ça, en faisant ça, on va limiter les risques en fait de santé mentale liés à l'acculturation. Parce que quand on s'acculture et qu'on va chercher et qu'on oublie qui on est pour réaménager son identité, on est en fait sous le coup d'un stress en fait un peu perpétuel. Et le stress, en fait, il va occasionner des troubles mentaux qui peuvent aller de l'angoisse, de la dépression. Dépression, on ne peut pas se projeter, etc. Ça peut provoquer des impacts en fait dans le milieu familial. Parce qu'en fait, en stress perpétuel, j'ai une moins bonne capacité en fait à pouvoir atténuer mes réactions émotionnelles. Donc ça veut dire qu'en intrafamilial, je peux être violent, ça veut dire que je peux aller vers des addictions, etc. Et ça veut dire aussi que globalement, faire société, travailler, etc., c'est compliqué parce que je suis une boule et vraiment une bombe à retardement. Et en France, on a vraiment tout ce travail-là à faire. Et à La Réunion, c'est de se dire, mais il y a un moment, il faut poser les choses. Il faut nettoyer son passé. Ne pas dire, ouais, tu es responsable parce que tu es blanc, etc. On n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres. Par contre, on est responsable de mettre en place des facteurs de protection, des dispositifs qui vont permettre de faire que cette diversité culturelle soit, en tout cas, un ingrédient d'une construction, d'une société qui soit vraiment interculturelle. C'est-à-dire qu'on reconnaisse l'autre comme un autre moi-même parce qu'on est des citoyens, mais qu'on reconnaisse aussi que du fait de son histoire et de son héritage, son parcours n'est pas le même. Et ce qui va nous permettre en fait de passer de ce principe d'égalité à un principe d'équité qui va permettre d'aménager en fait des dispositifs pour permettre en fait d'atténuer en fait ces discriminations. Il y a une nouvelle enquête de trajectoire et origine qui va sortir très rapidement, qui met en avant en fait les parcours des personnes différentes en fonction de leur phénotype, de comment est-ce qu'ils sont racisés ou pas, et qui continue de mettre en avant effectivement la difficulté d'accéder à l'emploi, d'accéder au logement, etc. Et qui continue à mettre en avant que tous ces facteurs s'accumulent pour rendre plus compliqué. Donc moi aujourd'hui, ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est ces pistes de réflexion sur quand on accompagne des personnes qui sont des migrants de l'intérieur, de fait, de par leur histoire et du fait de non-dits autour de l'histoire, comment est-ce que les outils des travailleurs sociaux, ou comment est-ce que tout ce projet éducatif sur les parcours qui est proposé peut permettre en fait d'abord de se dire qui on est, de quoi on se nourrit et comment ensuite on se projette. C'est-à-dire faire le point sur aujourd'hui ma culture c'est ça, voilà le truc, mettre des mots sur l'histoire. Et dans nos cultures on sait que c'est compliqué, hein, La Réunion, il dit pas d'affaires, des non-dits, etc. Pour ensuite pouvoir identifier ces facteurs individuels et collectifs de ressources et de protection pour se projeter dans le monde. Voilà pour moi. Merci.